scolaire des étudiants. Oui, d'accord. Une cigarette? Tire par là. Ah non. C'est pas mal, mais il y a des cannes. Voilà. Voilà, merci Jeannette. Bon, alors à mon tour de fumer. Oui, on prendra la relève pour la 50e prise. De toute façon, il n'y a pas de raccord. Bon, allons-y. La caméra est prête. C'est bon, hein? Est-ce que la caméra est prête? Bon, allez, on y va. Etienne, on va tourner, allons-y. Voilà, hop, ça y est, c'est prêt. Dégageons, s'il vous plaît, le couloir. Elle était dans sa loge, souvent on allait la chercher, bon, elle arrivait. On disait tellement que c'était quelqu'un de froid, de quelqu'un de distant, mais sur les plateaux, elle est très à l'écoute. Elle voit tout ce qui se passe, elle faisait attention. C'était pas quelqu'un qui vous méprisait, pas du tout. Viens, si tu veux, viens, je vais t'expliquer. Et quand elle est là, elle va dire... Tu veux que je chante? Essaye. Très très vite, elle devenait le personnage d'Alice. Elle passait assez facilement de Catherine Deneuve à Alice. Voilà maintenant plusieurs jours que Catherine Deneuve a entrepris le tournage de Je vous aime. Un long-métrage signé Claude Berry. Il avait en tête de faire un film, une histoire d'une femme libre pour l'époque, qui était indépendante, qui menait sa vie comme elle l'entendait. Claude Berry lui avait dit « Je vais faire un film autour de vous, autour de votre vie ». Et je pense que sa vie, je pense que ça voulait dire aussi les hommes de sa vie. Certains caractères du film sont directement inspirés de la vie de Catherine. Voilà. Alice, son personnage, revit les moments forts des histoires d'amour dont elle a fini par se lasser. Face à elle, Gérard Depardieu, Serge Gainsbourg, Alain Souchon et Jean-Louis Trintignant, qui incarnent les hommes de sa vie. La connaissant un peu, ça m'étonne encore qu'elle ait accepté. Le risque, c'est que les gens l'assimilent complètement au rôle et qu'ils s'emparent d'elle, de sa vie privée. Elle ne voulait pas en tout cas faire croire que cette Alice était elle. Non, ça je veux pas faire ça parce que c'est pas Alice, mais c'est moi que tu fais jouer, je veux pas. Quel rôle ont les hommes dans son existence? Dans sa vie? Ça, je ne sais pas. Non, ça, je ne sais pas. Non, mais c'est important, c'est sûr. Moi, je parlais du film. Mais... Ah bon, du film, bon. Ah non, mais attention. Catherine n'aimerait pas ça, hein. Elle aimerait, parce qu'elle est très pudique. Alors si on lui dit que c'est trop près d'elle, elle s'arrête. Elle ose plus s'impliquer. Il faut surtout pas lui dire ça. Hein. Les hommes sont importants, bien sûr, oui. C'est une femme qui depuis sa notoriété, enfin probablement depuis les Parapluies de Cherbourg, la Palme d'Or à Cannes, elle avait 20 ans. Je pense que c'est une femme qui a toujours préservé et protégé sa vie privée. Elle a eu des aventures, elle a donné l'occasion éventuellement à la presse de parler d'elle, mais elle a réussi toujours à échapper au regard et à l'objectif des journalistes. Le grand problème d'Alice pour moi dans le film, c'est une femme qui ne sait pas rompre. C'est une femme qui ne cesse pas d'aimer quand elle cesse d'aimer. C'est ça son grand problème. Qui ne sait pas rompre, mais elle passe son temps à rompre. Non, mais elle ne sait pas rompre. Visiblement, ces ruptures ne sont pas... Elle rompt avec les gens, mais ce ne sont pas des ruptures accomplies. Et quand vous dites que c'est un personnage qui n'est pas vous, ça veut dire que c'est pas une réaction que vous auriez vous? Non, je veux dire, vous dites, bon, est-ce qu'il y a une différence? C'est le moment où vous dites Alice n'est pas moi. La chose où je suis d'accord, c'est que je pense qu'il faut toujours mieux se quitter avant de se dire des choses terribles ou de se faire des choses terribles. Ça, c'est vrai que je suis cruelle pour ça. Moi, je ne suis pas pour les fins douces. Je suis pour les choses nettes, même si c'est violent et même si c'est brutal. Elle a été l'incarnation de ce qu'on peut appeler une femme libre. Elle a été libre d'aimer qui elle voulait, d'avoir un enfant avec qui elle voulait. Catherine fait partie, je dirais, des actrices qui nous laissent à nous une part qui nous laisse un peu de mystère. C'est très difficile de l'atteindre, d'aller jusqu'à elle. Il y a effectivement une part d'ombre dans sa vie, c'est la mort de sa sœur dont elle était très proche et qui était aussi potentiellement une très grande actrice. Elle a l'impression d'usurper une place.
peut-être que le moment où je tourne vraiment, c'est pas le moment où j'ai le plus de plaisir. Je suis pas une vraie actrice. Non, je le dis en riant, mais c'est vrai. Non, mais il y a une chose en tous les cas, c'est que moi, je veux être heureuse dans mon métier. J'ai trop d'images d'actrices malheureuses. C'est vrai que je me défends beaucoup, sans doute pour ne pas être trop malheureuse. Très peu de gens me connaissent car j'ai le goût du secret. Voici la réponse donnée par Catherine Deneuve à un journaliste qui lui demandait si sa vie ferait un bon film. Nous allons ce soir vous apporter une réponse à cette idée de film sur le roman de sa vie. Mais à quoi cela pourrait-il ressembler? Depuis ses premiers succès, celle qui est devenue l'actrice référence du cinéma français cultive le paradoxe d'être à la fois l'une des comédiennes les plus connues dans le monde et une femme énigmatique, furieusement attachée à son intimité et peut-être aussi et surtout à son mystère. La part de mystère serait donc le socle de cette narration, mais aussi une blessure profonde, la disparition de sa sœur aînée à l'âge de 25 ans. C'est elle qui l'a initiée au cinéma, c'est à ses côtés qu'elle a connu un immense succès avec Les Demoiselles de Rochefort. Catherine Deneuve ne cessera de penser à elle, allant jusqu'à répéter que Françoise aurait été meilleure qu'elle dans certains rôles. Alors, qui est vraiment le personnage principal de notre film ce soir? Une affranchie des conventions bourgeoises de son milieu d'origine, une femme indépendante, moderne, à l'écoute des signes de l'évolution de la société et en même temps refusant d'être happée par les modes. Cela passera par des choix audacieux de films, de réalisateurs. Cela passera également par de grandes passions amoureuses d'une femme libre. Catherine Deneuve, la discrète, voici la première partie dont le point de départ se situe en septembre 1960. À 16 ans, Catherine vit entourée de ses parents comédiens et de ses 3 sœurs, les filles d'Orléac. Un lien particulier l'unit à Françoise, elle aussi comédienne, avec qui elle aime partager quelques virées nocturnes. Des sorties qui mènent Françoise et sa petite sœur Catherine dans un haut lieu de la nuit parisienne, l'Epic Club. C'est un club de jazz. Et c'était l'endroit où on allait, l'endroit où les gens sophistiqués. Les sœurs d'Orléac vivent une vie très calme, très... Bon, on va à l'Epic Club le soir, parce que Françoise est un peu plus âgée, elle sort. Parce qu'elle aime danser, Françoise, elle adore danser. Elle fume, elle parle, elle est drôle, elle a plein de charme, elle est joyeuse. Elle disait beaucoup aux gens « je t'adore ». C'était « ah, je t'adore » et elle partait d'un éclat de rire. Elle était solaire, bon, c'était une jeune femme qui donnait la joie de vivre, quoi. On était à côté d'elle, on était heureux. Elle était pleine de vitalité. Elle était comme une Russe. C'était toujours soit la pluie, soit le beau temps. Elle était à l'opposé de Catherine. Si les 2 sœurs ont déjà tourné ensemble, celle qui veut réellement réussir dans ce métier, c'est Françoise. Quand elles étaient petites, Catherine a toujours pensé que sa sœur serait une grande star et qu'elle, elle aurait des bébés, elle aurait des enfants. Elle pensait qu'elle aurait un tout autre parcours, un autre chemin. Disons que Françoise se sentait une star. Catherine, non. Malgré les apparences, Françoise souffre d'un complexe vis-à-vis de sa sœur cadette. Elle trouvait Catherine plus belle qu'elle. Elle me disait, ma sœur est vraiment belle. Oui, Catherine était très belle. Elle n'était pas aussi sûre d'elle que l'était Catherine, qui a un caractère plus posé, si vous voulez. Cette forme de timidité, de retenue, c'est précisément ce qui attire un cinéaste. Venu fêter la sortie de son dernier film à l'Epic Club, Roger Vadim engage la conversation avec Catherine. Vadim était un bel homme, il était très sympathique en plus, et talentueux. Il était très, très séduisant. Oui, c'était comme un prince exotique. C'est une des personnalités les plus flamboyantes et les plus connues du monde, non seulement du cinéma, mais du monde tout court, puisque, ayant été le mentor, le Pygmalion, plus ou moins, de Brigitte Bardot, Bébé, n'oublions pas la légende Bébé de l'époque. Catherine Deneuve est séduite par la personnalité du réalisateur, qui fut donc le Pygmalion et compagnon de Brigitte Bardot. Quelques jours après leur rencontre, elle annonce à ses parents qu'elle veut vivre avec cet homme qui, à 32 ans,
a le double de son âge. Comme Bardot représente pour, disons, une grande partie de la population plutôt bourgeoise, plutôt bon genre, la liberté, la révolution des femmes, hein. Pour les parents d'une jeune femme comme Catherine Deneuve, c'est le feu qui arrive dans la maison. Hein. Mais ni ses parents, ni sa sœur Françoise, tout aussi hostile à cette relation, n'empêcheront Catherine de s'installer chez Roger Vadim. Et l'influence du réalisateur sur cette jeune comédienne ne tarde pas à être remarquée. Elle devient blonde au moment où elle est avec Vadim. La presse va s'empresser de faire des comparaisons avec Bardot. Elle adorait Brigitte. Elle voulait l'imiter. Tout le monde voulait imiter Brigitte. Tout le monde voulait être sexy, comme Brigitte. Tout le monde voulait avoir la choucroute sur la tête. C'était la fiancée numéro 3 de Vadim. Catherine numéro 3, c'est insupportable entre nous. Pour quiconque a un semblant de personnalité d'orgueil. Qu'on la catégorise dans la liste interminable des amours de Vadim, mais surtout par rapport à Bardot numéro 1. Dans les journaux, j'ai vu, on parle énormément de vous en vous attribuant certains points communs avec certaines actrices de cinéma. Qu'en pensez-vous? Il est inévitable que... Enfin, parler sur un plan plutôt... Un plan général, je ne parle jamais en plan particulier. C'est un plan général. Je trouve que c'est vraiment très injustifié. Enfin, je ne veux pas dire que j'ai une personnalité propre extraordinaire. Enfin, je veux dire que les actrices auxquelles vous pensez en me disant ça, et auxquelles on m'attribue une ressemblance, c'est vraiment très vague. Elle veut se singulariser par rapport justement à ce mythe qu'est Brigitte Bardot, sans violence d'ailleurs, sans hostilité. D'abord, je pense qu'à l'écran, on se rendra bien compte qu'il n'y a vraiment absolument aucune ressemblance, si ce n'est peut-être une coiffure plus ou moins apprêtée. Mais à part ça, je vois pas la ressemblance qu'on peut m'attribuer avec ces actrices. Elle va jamais aller contre Bardot. Simplement, elle est à côté. Elle est ailleurs. Elle est Deneuve. Et elle le sait. Et elle trace sa route. Grâce à son compagnon, Catherine Deneuve obtient pour la première fois un rôle important. Dans le film Les Parisiennes, écrit par Vadim, elle a pour partenaire un jeune comédien et chanteur de rock. Retiens la nuit, mon amour, qu'elle devienne éternelle pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures, je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit. Ils sont beaux, ils ont le même âge, hein. Je crois qu'une année près, c'est la même génération, bien sûr. Johnny est superbe, très séduisant. Elle l'écoute avec son sourire, et elle l'écoute avec son regard, si j'ose dire. Bravo! Premier prix à l'unanimité! C'est bon? Vous avez là une séquence de fraîcheur, d'innocence et de sensualité. Parce qu'ils sont quand même... ils sont pas loin de s'embrasser, hein. On n'est pas loin dans la séquence. On est presque dans le vrai. C'est pas vraiment du cinéma. Sur ce tournage, la fiction et la réalité vont s'entrecroiser. Le coup de foudre à l'écran fait naître une complicité amoureuse entre Johnny Hallyday et Catherine Deneuve. Je suis tombé fou amoureux de Catherine Deneuve le jour même où je l'ai rencontrée. Pour moi, elle incarnait l'idéal féminin. C'était la compagne de Roger Vadim, la femme d'un ami. Dans Les Parisiennes, les scènes de plus en plus tendres me rendaient malade. Ma passion grandissait de jour en jour. Johnny aussi, à sa manière, a tout le temps cherché l'amour, a tout le temps cherché la femme idéale. Et je pense et j'imagine qu'un compagnonnage, quelle que soit la durée, avec une femme comme Deneuve, lui a peut-être apporté beaucoup de sérénité, beaucoup de bonheur. Ce lien, né sur le film, ne se brisera jamais. En attendant de se revoir, le chanteur et la comédienne retrouvent leur vie conjugale. Johnny est amoureux de Sylvie. Quant à Catherine Deneuve, elle poursuit son histoire
avec Vadim, qui lui donne un fils. Le 18 juin 1963, la naissance de Christian, hors mariage, déclenche des réactions dans les journaux. Il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque. C'est quand même extrêmement rare ce genre de décision. Dans la même situation, Brigitte Bardot épouse Jacques Charrier. Deneuve va être qualifiée de fille-mère dans les médias. Catherine, très tôt dans sa vie, et beaucoup plus tard ensuite, franchira toujours les barrières, saura toujours se positionner et s'engager pour une libération, pour la fin d'un préjugé ou d'un interdit. Elle est dans la destruction de l'interdit. Catherine Deneuve s'affranchit des règles bourgeoises et construit sa vie en femme libre. Côté cinéma, une proposition originale lui donne bon espoir de se démarquer enfin, d'échapper à l'ombre de Bébé, à qui on la compare sans cesse. Le premier jour du tournage, elle était très attachée à ses cheveux, la choucroute de Brigitte. Et Jacques est arrivé derrière elle et a défait tout ça. Celui qui l'oblige à changer d'apparence, c'est le réalisateur Jacques Demy. Il l'a choisi pour être l'héroïne d'un film chanté, Les Parapluies de Cherbourg. Ah, elle se regardait, elle était pas très sûre d'être bien. Il l'a convaincue. Et cette coiffure lui allait merveilleusement bien parce qu'elle avait un visage qui était tout à fait fait pour avoir l'arrêt au milieu et puis les cheveux comme ça, de chaque côté, bien lisses. Et ça lui donnait l'air d'une vierge du Moyen-Âge. Elle sort totalement de l'univers de Vadim. Ça y est, elle s'est, là encore, libérée. Elle est autonome. Ce changement d'univers ne se fait pas sans peine. Catherine Deneuve craint de ne pas être à la hauteur de ce premier rôle. Une angoisse que perçoit sa partenaire, la comédienne Anne Vernon. Elle jouait ma fille et elle me disait « Dans le film, tu as une fille de 16 ans, mais ne dis à personne que j'ai davantage. » Elle avait peur qu'on sache son âge, de ne pas être crédible. Elle était très modeste, très effacée. Elle disait qu'elle était bonne qu'à élever son bébé, que la comédienne, c'était sa sœur, et qu'elle n'était rien du tout. Rassurée par les premières prises et le regard bienveillant du réalisateur, Catherine Deneuve gagne en confiance chaque jour. Il faisait très attention, évidemment, à elle, puisqu'elle était débutante. Il l'entourait beaucoup, oui. Jacques Demy est le premier à l'avoir vraiment regardée, vue et désirée comme actrice. Avant, Vadim ne l'avait pas vraiment vue. L'actrice se glisse dans le rôle et parvient à surmonter la contrainte de tourner des dialogues préenregistrés par d'autres. Elle ne parle pas dans ce film, elle est entièrement doublée. Donc c'est une prestation atypique pour une actrice. Je l'ai trouvée très appliquée dans son travail, voulant évidemment faire plaisir au metteur en scène et être le mieux possible. Elle s'est vraiment investie au point d'avoir un véritable chagrin quand il le fallait. On voyait que c'était la graine de star. On voyait très bien qu'elle était très douée et très belle. Où étais-tu avec Guy? Qu'as-tu fait, maman? Il s'en va, il part pour 2 ans. Je ne pourrais pas vivre sans lui, j'en mourrais. Ne pleure pas, regarde-moi. On ne meurt d'amour qu'au cinéma, c'est trop cruel. À sa sortie, Les Parapluies de Cherbourg est un immense succès. Ce rôle d'une femme qui accepte de se marier pour sauver l'honneur de sa famille fait évoluer l'image de la comédienne. Le film va racheter la conduite de Deneuve dans les médias. Ce personnage de Geneviève rentre dans le rang à la fin du film et rassure donc toute
tout un pan des générations plus âgées de la société française. Elle devient une icône, une anti-Bardot. 2 mois plus tard, le film de Jacques Demy est en compétition au 17e Festival de Cannes. Ce dont je me souviens, c'est que quelqu'un nous a collé des parapluies et on jetait les parapluies comme ça à la foule. On distribuait les parapluies. C'est un univers, mais totalement incroyable. C'est très, très novateur pour l'époque. On ne faisait pas des films comme ça dans les années 60. Ce sentiment de liesse est gâché peu de temps après. Tout se déclenche le soir de la présentation de La peau douce de François Truffaut, un film dont sa sœur Françoise est l'héroïne. Le film a été très mal accueilli. Échec total. Sifflé, film accueilli très froidement. La peau douce, qui est un très très beau film, est évidemment un film assez sombre, alors que Les parapluies de Cherbourg est un film assez solaire. Et c'est Les parapluies de Cherbourg qui a la Palme d'Or, qui obtient la Palme d'Or. Françoise d'Orléac regardait le succès de Catherine, non pas avec de l'amertume, mais simplement, peut-être même de l'envie, hein, mais en même temps, du bonheur, puisqu'elle aime sa sœur. Elle aime sa sœur, et sa sœur l'aime. Je crois que le rapport entre nous n'a jamais été un rapport de jalousie. Ça a pu être un rapport de souffrance. Le fait qu'elle savait que j'avais pas vraiment envie de le faire, ou en tous les cas que j'étais pas vraiment encore déterminée, je veux dire, à faire ça, que ça arrive par hasard et que ça marche, il y avait un sentiment d'injustice plutôt, mais c'était pas un sentiment vraiment de jalousie. Ça provoque chez elles une sorte de remords et de difficulté. Elles ont dû se parler, elles ont dû s'entendre. Je les vois mal ne pas se parler. Je les vois mal ne pas se dire « c'est bien ce qui t'arrive, désolé pour ce qui se passe ». On avait dans les médias une volonté de construire une rivalité entre les deux sœurs, avec l'idée qu'effectivement Françoise d'Orléac est la bonne sœur, hein, qui a un projet de carrière sérieux, et puis Catherine Deneuve qui, au contraire, a un rapport plus dilettant à son métier. Leur propre père marque la différence entre ces deux aînés. Dans un entretien accordé à la revue Ciné-Monde, Maurice d'Orléac, acteur de 4e plan comme il aime se définir, ne cache pas sa préférence. C'est Françoise, la plus exaltée. Elle a ça dans le sang. Catherine, au contraire, n'était pas destinée à ce métier. Jamais elle n'avait manifesté le moindre désir d'être un jour comédienne. Tout au long de cet article, il évoque le caractère secret et indépendant de Catherine, ses idées anarchistes, et il juge ouvertement sa relation avec Vadim. Nous avons tout fait pour l'empêcher de le voir. Cela a été un drame. Elle était au bord de la dépression nerveuse, et elle a tenté de mettre fin à ses jours. Maurice d'Orléac révèle également la liaison de Roger Vadim avec la jeune actrice américaine Jane Fonda, une réalité que la comédienne aurait préféré ne pas voir exposée au grand jour et qui la décide à quitter définitivement le père de son fils. Je pense qu'elle l'aimait beaucoup et qu'elle s'est trompée. Il ne fallait pas aimer Vadim. Vadim n'a aimé personne. Il n'aimait aucune femme. Il se servait des femmes pour l'accompagner. Pour Vadim, elle n'était rien qu'une jolie fille, comme les autres. C'était un homme qui ne pensait qu'à lui. À tout juste 21 ans, Catherine Deneuve se retrouve donc seule pour élever son fils Christian, pour prendre de la distance sur tout cela. Et avant même sa rupture avec Roger Vadim, elle a décidé de s'exiler quelque temps en Angleterre. Elle y a accepté un nouveau rôle, sous la direction d'un jeune cinéaste prometteur. Action. Roman Polanski a donc choisi la comédienne pour incarner le rôle principal de son 2e long métrage, Répulsion. Je fais pas mal des prises de vue avec des jeunes actrices anglaises, avant, bien sûr, et je trouvais personne. Je connaissais déjà un peu Catherine, et je pensais qu'elle était parfaite pour le rôle. Elle pourrait jouer une fille d'apparence complètement innocente, mais qui est troublée par des problèmes
dans sa tête. Catherine Deneuve sympathise tout de suite avec Roman Polanski. Elle s'adapte aux contraintes de ce tournage, à l'étranger, loin de ses habitudes. C'est pas ça le fou. Parfois ils sont tout à fait, tu comprends, tout à fait normaux, voilà. Et tout d'un coup il fait... Un truc bizarre, oui, un geste, oui, un voilà. petit geste, ouais. Et quand tu seras... Sans avoir besoin de... Quand tu seras fatigué, on va se servir de ça. Elle connaissait son texte, en plus c'était un texte anglais, donc ce n'était pas facile pour elle. On travaillait très très bien ensemble. C'était le tango de metteur en scène avec l'interprète. Et j'attends, quoi. Et tu attends. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Roman était acteur avant d'être metteur en scène. Et je crois que c'est très important pour un metteur en scène de pouvoir... d'avoir été acteur, de bien connaître ce métier, parce qu'il est capable de jouer tous les rôles. Quand on tourne une scène et qu'on est plusieurs acteurs à jouer en même temps, il fait tous les rôles. Il fait tous les rôles, puis alors il se transforme complètement, il se recroqueville, au contraire il se grandit, mais enfin, vraiment comme si c'était l'acteur lui-même. On discutait de les scènes, mais elle me suivait bien, elle comprend ce que je veux dire. Vous savez, c'est comme... il y a des acteurs qui n'aiment pas ça du tout. I don't expect. I know. Where is she? You're not only late with the rent, but you're damaging the property. I've got the rent here. Pour moi, c'est un souvenir le plus excitant peut-être de mes débuts, parce que c'était Londres, c'était Swinging London. Le Swinging London témoigne de l'effervescence culturelle de la capitale britannique. C'est au bras de Roman Polanski que Catherine Deneuve le découvre. Le cinéaste l'entraîne dans les endroits à la mode. J'amenais Catherine à la Libre, elle aimait beaucoup, elle aimait danser, elle aimait cette atmosphère. Les gens comme les Beatles, comme les photographes, les cinéastes, on s'est rencontrés là-bas. C'est là où j'ai connu d'ailleurs les Rolling Stones et pas mal d'autres. Dans ce lieu de fête, le réalisateur fait la connaissance de David Bailey, un photographe de 27 ans connu pour ses portraits des jeunes artistes à la mode. Une fois le tournage terminé, le cinéaste pense à lui pour la promotion de son film. J'étais très ami avec les gens de Playboy, et Playboy à cette époque était très très fort, un énorme tirage, très populaire. Il voulait faire un reportage sur les films et avoir une ou deux photos de Catherine plus ou moins nues. Polanski n'arrêtait pas de m'appeler en me disant « Tu dois rencontrer cette actrice ». Il est très insistant, Polanski. Et finalement, j'ai dit « Ok, je le fais, je le fais ». Reste maintenant à convaincre la principale intéressée, Catherine Deneuve. N'oubliez pas que c'était les années 60, c'était la libération sexuelle, c'était la nudité partout. It wasn't a big deal. Vous savez, c'était une autre planète. Elle était à Paris, je l'ai appelée au téléphone, elle n'avait pas très envie. Je lui ai dit, écoute, je t'envoie un photographe, tu vois son travail, et si tu n'aimes pas, on oublie, on n'en parle plus. L'actrice accepte finalement la proposition du cinéaste et du magazine Playboy. La prise de vue est organisée chez elle, à Paris. Elle était un grand photographe, successful avec les femmes. Il n'était pas vraiment beau, mais très très sympa, très marrant, il vivait bien. C'était juste une journée classique de boulot. Je n'y pensais pas vraiment. C'était juste une séance photo pour Playboy. Et Playboy, ce n'était pas vraiment de l'art. C'était amusant. Elle ne voulait pas trop se dévêtir, donc j'étais un peu limité dans ce que je voulais faire. Elle n'était pas consciente d'être sexy. Vous savez, c'était la mode du sexy. Et c'est pas du tout comme ça, non? Au fil de la séance, David Bailey parvient cependant à vaincre la timidité de la comédienne.
Je lui ai juste dit ce que voulaient les gens de Playboy. Moi, je voulais simplement qu'elle fasse ce qu'elle voulait. Je ne veux jamais forcer personne. Je ne pensais pas que j'aurais les photos, mais elle a fait machine arrière. Ces photos dénudées de Catherine Deneuve font sensation lorsqu'elles sont publiées par le magazine érotique. Ce que les lecteurs ne savent pas en revanche, c'est qu'elles marquent le début d'une histoire sentimentale entre l'actrice et le photographe. 2 ou 3 mois plus tard, j'étais venu la voir en France. Elle faisait un film. Et elle a traversé un champ de paille, un décor très français d'ailleurs. Et je lui ai dit, et si on se mariait? Et elle a dit, ok, d'accord, très simplement. Deneuve décide, elle est décisive. Voilà, ça y est, on a tourné la page, un autre homme entre dans sa vie, et c'est très bien. Certains verront dans cette décision précipitée une réponse au mariage 2 mois plus tôt de son ancien compagnon, Roger Vadim, avec Jane Fonda. Le 18 octobre 1965, la télévision filme l'union du photographe et de l'actrice. Ils ont pour témoin Françoise d'Orléac et un ami de David Bailey, Mick Jagger. Mick Jagger était arrivé dans une Mini-Mook, une Jeep. À l'époque, il était encore étudiant à l'école d'économie de Londres. J'ai posé beaucoup de problèmes parce que je ne portais pas de cravate. Je n'en porte jamais d'ailleurs. Catherine aussi a eu des ennuis avec sa robe noire. Normalement, on porte du noir pour un enterrement, mais pas pour un mariage. Sincèrement, je ne vois pas où est le problème avec cette couleur. Désormais, c'est entre son appartement parisien et celui de son mari, à Londres, que Catherine Deneuve partage son temps. Entre 2 pays, 2 mentalités et 2 manières de vivre sa liberté. Elle est très bourgeoise, elle n'est pas rock'n'roll. Mais on ne peut pas être rock'n'roll en France de toute façon. C'est Keith Richards qui disait que tous les Français sont rock, mais pas roll. Je n'aimais pas la manière dont elle s'habillait. Elle avait le même couturier que Brigitte Bardot, et je lui ai dit non, c'est pas bien. Tu dois aller chez un nouveau type à la mode, Yves Saint Laurent. J'avais photographié sa collection, et je le trouvais génial. Catherine était toujours heureuse. Elle fumait beaucoup. J'étais choqué tellement elle fumait. J'avais l'habitude d'acheter mes cigarettes par paquet, elle par cartouche. C'est à cette époque que sa sœur Françoise la rejoint pour les répétitions d'un film qui signe leur retrouvaille au cinéma. Un chorégraphe irlandais supervise les scènes dansées des Demoiselles de Rochefort, la nouvelle comédie musicale de Jacques Demy. On travaille la danse, enfin, on prend des cours. Catherine depuis 2 mois et demi, 3 mois, et puis moi aussi à peu près. Moi j'avais fait de la danse déjà avant, et pas Catherine malheureusement. Le tournage débute à Rochefort. Ce jour-là, une équipe de télévision s'invite dans les coulisses. Moi, j'arrive à l'heure du déjeuner et je me rends compte, j'avais quand même un peu traîné mes guettes sur des plateaux de cinéma, qu'il y a une ambiance formidable. Elles sont là toutes les 2, heureuses d'être ensemble, heureuses de tourner. Demy a eu le coup de génie de les réunir, justement, pratiquement dans la même période ou presque, où beaucoup de choses les distanciaient l'une de l'autre. Les tensions, liées au succès de l'une et à l'échec de l'autre au Festival de Cannes, sont maintenant oubliées. Cette 3e collaboration efface tout. Luc, ça va, cet œil? Où est ce petit neneuil que je vois? Montre-moi ce petit neneuil. Oh, qu'est-ce que je vois mal alors? De toute façon, il ne faut pas être symétrique. Ben alors je suis la reine, la symétrie. C'est ça le charme.
C'est deux sœurs qui s'aiment. Elles sont ensemble, elles travaillent, elles font le même projet. Quel bonheur pour elles. Elles peuvent jouer à égalité, si j'ose dire, à part égale. L'équilibre est parfaitement respecté. Hein. Laquelle est la doublure de l'autre? Merci. Ça va aller, ça va. Ma sœur a sa poitrine qui gonfle de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? Ne rêve pas, toi, ça ne risque pas de t'arriver. Oh, bah moi j'ai pas l'enfant aussi. Je n'étais pas prête d'en avoir non plus avec la tête. Oh, elle est dégueulasse alors. Puis elle m'enlève, elle en profite pour m'embrasser, pour m'enlever mon maquillage. C'est vraiment dégoûtant. Ah, c'est tout mal. Et elles se charrient, évidemment. Mais c'était de la mise en boîte. Hein. De la mise en boîte, certains diraient vacharde, mais pas du tout. Elles s'amusaient. Chantez la vie, chantez les pleurs, chantez les rires et les pleurs, chantez le jour, chantez la nuit, chantez le soleil et la pluie, chantez l'hiver, chantez le vent. En coulisses, dès que Jacques Demy éteint la caméra, elle retrouvait la complicité qu'elle a toujours eue avec sa sœur quand elles étaient, voilà, toutes les sœurs ensemble, les sœurs d'Orléac. On est arrivé en tournage comme si on était encore deux adolescentes parce qu'on avait retrouvé finalement un peu la façon de vivre qu'on avait quand on vivait ensemble à la maison chez mes parents. J'avais retrouvé quelque chose qui finalement, je me rends compte, me manquait quand même. Heureusement qu'on n'était pas jumelles dans la vie, quelle horreur. C'est vrai, moi non plus, j'aimerais pas être jumelle. Moi non plus, j'ai horreur de ça. Mais je veux dire que dans le film de Jacques, c'est merveilleux les jumelles. Et merveilleux en plus quand c'est sa propre sœur. Ça pose des petits problèmes de temps en temps. Parce qu'elle se gêne pas pour me foutre des coups. Elles deux, quand elles rient ensemble, c'est formidable. C'est un concerto, quoi. C'est magnifique à entendre et à voir. Une histoire forte, des chansons phares et une complicité évidente à l'écran. En mars 1967, les Demoiselles d'Orléac trouvent aussitôt leur public. Ça a été un grand succès, les Demoiselles Rochefort. Nous sommes deux sœurs jumelles, mais c'est aussi des Gémeaux. C'est presque rentré dans, on peut appeler ça, la culture générale française, vous voyez. Tous les garçons de ma génération sont complètement amoureux de Françoise et de Catherine. On était amoureux de leur regard, de leur carnation, de leur voix. Des voix formidables, de leur débit et des rires. 2 mois plus tard, Catherine Deneuve change de registre et fait un pas de plus vers le statut de star. Avec un film exigeant, de Louise Buñuel, pour lequel sa sœur l'a aidé à supporter un tournage éprouvant. Elle est passée de la jeune fille sage à une femme qui trompait son mari. Tout le temps, du début à la fin du film. Le film de Buñuel, enfin Belle de jour, est évidemment une sorte de catalogue des perversions aussi, dans lesquelles le personnage qu'elle joue est exposé d'une façon masochiste, on peut dire, à toutes sortes de déviances sexuelles. Elle était battue, elle était fouettée, elle était maltraitée. Il n'y avait rien de pire pour elle, c'était terrible. Elle avait sûrement l'impression de ne pas pouvoir absolument exprimer ce qu'elle voulait faire. Elle se devait sentir par moments complètement étrangère à tout ça. Je suis assez renfermée. De toute façon, c'est déjà pas une qualité à avoir pour une comédienne. Et il y avait des scènes qui m'ont gênée, des scènes qui étaient difficiles, dans la maison de rendez-vous, des choses, certaines scènes un peu, pas vulgaires, mais enfin difficiles. Personne peut-être n'aurait imaginé qu'elle puisse faire un film comme ça. Et le fait qu'elle l'ait fait, pour elle, ça a été sûrement, pour le public, pour les metteurs en scène, ça a été sûrement quelque chose d'extrêmement positif. Elle a cassé une image, Catherine, en faisant ça. Après la sortie de Belle de jour, l'actrice débute près d'Angoulême le tournage d'un nouveau film, Benjamin ou les mémoires d'un puceau. Elle reçoit alors un appel paniqué de son père. Un drame familial impliquant sa sœur Françoise vient de se produire dans le sud de la France. Avec Françoise, on était toutes les deux à Saint-Tropez, on était arrivés en même temps. Et on devait repartir ensemble. Elle m'a appelé et elle m'a dit
Régine, il faut qu'on parte plus tôt, il faut que je rentre absolument plus tôt. Mon Jules, il m'a dit que s'il n'était pas là à 7 heures, il ne me revoyait pas. Ne voulant pas rater les retrouvailles avec son compagnon à Paris, Françoise d'Orléac prend la route pour se rendre à l'aéroport de Nice. Elle va trop vite, parce qu'elle est trop pressée, elle a peur de rater l'avion. Elle n'était jamais à l'heure, d'Orléac, jamais. Elle était comme ça. Et puis elle conduisait n'importe comment. Bon, moi, je montais en voiture avec elle. Elle était avec son petit chien, je crois, dans la voiture. Elle était sur la file de gauche et elle s'est rabattue assez brutalement parce qu'elle était en train de rater la bretelle. La voiture a fait un tonneau et tout ça. Et moi, je suis passé à 7 heures et j'ai vu cette voiture carbonisée. Les secours arrivent sur place, mais il est déjà trop tard. Françoise d'Orléac vient de perdre la vie dans cet accident de la route, à l'âge de 25 ans. Catherine a été assommée, hein. C'est un coup de massue. C'est pas dans l'ordre du monde, c'est la jeunesse, c'est les conditions. La voiture de Françoise d'Orléac s'est écrasée contre un pylône de signalisation de l'autoroute et a pris feu immédiatement. Le seul témoin du drame, M. Giuliano, qui s'était précipité au secours de la comédienne, ne put rien faire, le feu faisant rage et les portières de la voiture étant complètement bloquées par le choc. C'est dans ma voiture que Françoise est morte. Une voiture que j'avais louée et que je m'apprêtais à rendre. Mais juste avant, elle m'avait dit « Est-ce que je peux la garder ?» Et j'avais dit « Oui, bien sûr ». Catherine Deneuve regagne la demeure familiale de Seine-Port, où sont organisées les obsèques. Son mari, David Bailey, est à ses côtés ce jour-là. Elle était dans un état assez hystérique. C'était un moment tragique. Il y avait toute la génération, ils étaient tous là, hein. Comédiens, comédiennes, metteurs en scène, cinéastes, attachés de presse. On avait l'impression, on avait la sensation que prématurément, on enterrait une époque. Entourée de sa mère et de ses 2 autres sœurs, Catherine Deneuve tente de faire face. Elle refuse d'annuler le tournage de Benjamin, qui reprend aussitôt. Elle a eu raison de tout de suite entrer dans un travail, d'être là pour le tournage. Il y a des horaires, il y a un agenda, il y a un rôle à tenir. Tout ça vous permet d'occulter et d'effacer momentanément l'extraordinaire tristesse qui vous enveloppe. Le journaliste Philippe Laïc va réaliser une interview de la comédienne. Il l'avait déjà rencontrée sur le tournage des Demoiselles de Rochefort. Ah, il y a un avant et un après, très net, mais très très net. C'est plus la même. Elle n'est plus ce que j'avais vu à Rochefort. Le bonheur, la joie, là elle est dans le drame le plus total. Ce qui a évolué, c'est aussi ce visage, qui est toujours aussi beau, qui est toujours aussi magnifique, mais il y a le chagrin. Catherine Deneuve, vous êtes passée du personnage tourmenté de Belle de Jour à celui d'ingénu que vous interprétez dans Benjamin. Est-ce pour vous une difficulté? Non, parce que un costume, une ambiance, un rôle, un texte, enfin, j'oublie assez facilement. Une fois que le film est fini, c'est fini. Je me remets assez facilement dans un autre film, dans un autre contexte. Elle est seule. Elle est seule. Je ne sais pas comment elle a pu ou elle a su combler le vide. Entre les prises, elle s'isole. Et ce que je vois aussi, c'est que ses partenaires, ses camarades respectent énormément cet isolement. On sent qu'elle est dans ses pensées, et les pensées, c'est Françoise, c'est sa sœur. Ce jour-là, Catherine Deneuve ne dira rien de sa douleur au journaliste. En revanche, elle se confiera à lui quelque temps plus tard. Elle m'a appelé un matin. On a parlé longtemps. Ça, j'ai un souvenir d'un long entretien. On a parlé justement de Françoise et tout.
Au cours de cette longue conversation, il évoque les images qu'il a tournées dans les coulisses des Demoiselles de Rochefort. Comme dans tout tournage, il reste plein de rushs qu'on n'a pas utilisés, des chutes et des choses comme ça. Je dis à Catherine, j'ai ces rushs, je vais vous les donner. Elle a un moment il y a un petit trou et je la sens heureuse que je lui fasse cette proposition, quoi. Elle est touchée. Visiblement, elle est touchée. L'enfance, l'adolescence, le succès commun. Toutes les images d'une vie remontent à la surface. Certaines ont été fixées sur la pellicule. Elles sont peut-être le bien le plus précieux que Catherine possède de sa sœur. L'autre manière de vivre ce deuil, de répondre à des questions existentielles et d'exorciser sa douleur, passe par l'écriture. Catherine Deneuve entame la rédaction d'un journal intime. Ce qui me frappe toujours quand on lit ses carnets, c'est de voir le doute, de voir à quel point elle doute d'elle. Elle dit, voilà, j'ai tourné telle scène, je ne sais pas si je suis bonne, je voudrais la refaire. Voilà, cette capacité à douter. On dit toujours se renouveler, se réinventer, mais c'est surtout cette capacité à douter de soi-même. Elle a eu besoin de faire ses carnets dans des moments où elle était fragile, donc pour se donner plus de force. Mardi 1er octobre 1968. Samedi, je serai à Paris. J'ai une boule au cœur. Que ferais-je à Noël? Où serais-je? Je vais avoir 25 ans. Je ne me suis pas beaucoup améliorée. Je dois travailler moins. Vivre. Mardi 22. Dîner émouvant avec les parents chez ma sœur aînée. 25 bougies sur un Saint-Honoré pour mon anniversaire. Je pleure. 25 ans. L'âge de Françoise, ma petite sœur adorée. Elle me hante la nuit, toujours. Ma petite sœur. Oh, c'est pas sa petite sœur, c'est sa grande sœur. C'est merveilleux, c'est la tendresse absolue. C'est l'enfance qui ressurgit. Catherine Deneuve doit maintenant se résoudre à l'absence. Comment continuer à tourner, à jouer sans le regard bienveillant de cette grande sœur qui l'a amenée au cinéma? Comment échapper au sentiment d'usurper la place de celle qui ne vivait que pour ce métier? Le manque est si fort que l'actrice s'est rapprochée d'un homme qui connaissait bien Françoise. Ce jour-là, François Truffaut vient de tourner le dernier plan de son film L'Enfant sauvage. Et alors qu'elle n'est pas à l'affiche de son long-métrage, eh bien la comédienne est tout de même sur le plateau. Ne riez plus. Finalement, tout ça, c'est pas si rigolo. Comme à l'école, C'est une photo de fin de film, comme la tradition le veut, quoi. Il y a toujours une photo de fin de film. Ça, c'était un truc qu'aimait bien François, d'ailleurs. Lui qui était un peu distant, il adorait ce truc de famille. Et à un moment donné, l'équipe technique appelle Catherine pour qu'elle vienne, elle aussi, se mettre au sein de l'équipe technique. Catherine, elle fait partie complètement de l'équipe. Elle est branchée avec le patron, donc c'est bien normal qu'elle soit là le dernier jour. Elle n'est pas du tout la maîtresse cachée qui arrive le dernier jour. Elle arrive très naturellement. Et après, le chemin naturel, c'est d'être sur la photo. Vraiment la fin de l'école. Attention. Elle se met juste à côté de François, mais tout le monde était très content de la voir. Il n'y avait pas ce truc, oh, il y a Deneuve qui arrive, pas du tout. Elle vient démontrer à des gens qui le savent déjà plus ou moins, parce que dans le cinéma, on sait assez vite qui est avec qui, que son bonheur du jour, son nouvel amour, c'est François Truffaut. Cette nouvelle histoire d'amour succède au mariage avec David Bailey, qui n'a pas résisté à l'épreuve du temps. J'étais souvent parti au moins 5 mois dans l'année, et elle aussi. On ne se voyait pas tant que ça. Nos vies étaient vraiment très différentes. C'est compliqué de rester ensemble quand vous êtes tous les deux assez attirants et qu'il y a beaucoup de distractions autour de vous.
Elle m'a appelé et elle m'a dit « on divorce ». Et puis elle a ajouté « c'est bien, non? Comme ça, maintenant, on peut être amants ». J'ai trouvé ça charmant. C'est sur le tournage de La Sirène du Mississippi, après cette rupture avec le photographe anglais, que l'actrice est tombée amoureuse de François Truffaut. Il était séduisant parce qu'elle avait à la fois ce côté voyou et puis ce côté respectant les règles de la société. Truffaut avait un art extrêmement sophistiqué, précis, de se servir de sa timidité comme un argument de séduction, enfin comme un moyen de séduire. C'est le contraire de Vadim. Vadim est un conquérant, hein, il conquiert les filles. Truffaut, il les séduit, il les attire. Belle gueule, grande intelligence, grande finesse, grande culture, une voix douce. C'est l'homme qui aimait les femmes, il en a fait un film. Il est très souvent tombé amoureux de ses actrices, d'abord parce qu'il choisit de grandes actrices et de très belles femmes, et il en est bouleversé, quoi. Lui est un chasseur solitaire, un loup solitaire. En même temps, elle c'est comme une Amazone. Elle a eu des hommes dans sa vie, c'était pas rien. La Sirène du Mississippi n'obtiendra pas le succès attendu. Cet échec, la comédienne en revendiquera une part de responsabilité en s'appuyant sur une scène précise du film avec Jean-Paul Belmondo. C'est là où elle récite une fameuse tirade assez longue, et où je viens à l'amour fait mal. C'est à la fois une joie et une souffrance. Catherine Deneuve, elle me dit, j'étais mauvaise, j'ai mal joué. Elle me dit, ma sœur l'aurait bien joué. Ça m'a bouleversé parce qu'elle était toujours sous l'influence de sa sœur. Et puis en même temps, de considérer sa sœur comme un mentor. Vous voyez ? Catherine Deneuve ne peut s'empêcher de se comparer à Françoise d'Orléac. D'autant plus qu'elle vit une histoire avec celui qui a également partagé la vie de sa sœur. Truffaut a connu les deux comédiennes. Je pense qu'il a été amoureux des deux. Retrouve-t-elle chez François ce que François avait déjà trouvé chez Françoise? Nous sommes dans un univers romanesque. Hein. Vous parliez d'elle avec François Truffaut? Un peu, mais je respectais beaucoup le bout du secret de François Truffaut pour les relations qu'il a eues avec toutes les actrices avec lesquelles il a tourné, qui étaient des relations souvent très, très passionnelles, souvent épistolaires aussi, et donc je n'ai jamais cherché vraiment à... On en a parlé un peu, mais pas beaucoup. Je savais qu'on partageait cette passion pour Françoise tous les deux. Il lui fait son éducation cinéphile. Truffaut était quelqu'un qui n'aimait que le cinéma. Hein. Je veux dire, il n'aimait pas dîner, aucune mondanité, il n'aimait pas le groupe, il n'aimait que les relations individuelles avec les êtres. Ils avaient la finesse et la rapidité en commun. C'est-à-dire, il suffit d'un petit regard, d'un petit sourire pour qu'on sente l'humeur de l'autre, pour qu'on sente les mouvements que ça fait. Tout ça très fin. Je la sentais différente. Il y avait cette chose qu'on reconnaît assez vite chez un être humain, elle était amoureuse. Et ça pétillait dans les yeux et dans le comportement, ces hautes pommettes qu'elle a qui sont si belles. De son côté, le cinéaste lui exprime son amour dans des lettres enflammées, des lettres dans lesquelles il ose parfois rompre la tradition du vouvoiement qu'il a lui-même institué. Catherine, chère Catherine, la caméra, le public, tes metteurs en scène, tes partenaires, les cinéphiles du monde entier t'aiment. Et moi, je t'embrasse de toutes mes forces. François. La caméra t'aime, et moi, qui suis derrière la caméra, je t'aime d'une manière... c'est très Truffaut. Il y a une élégance dans le style et puis une petite plaisanterie. C'est vraiment une lettre intime. Elle s'adresse vraiment à la personne aimée. Il y a des mots qui sont codés, que seul l'autre peut comprendre, et c'est ça qui fait le charme et le prix, à la fois de la lettre, mais surtout de la relation. En apparence, rien ne peut entraver cet amour intense. En apparence seulement, car François Truffaut éprouve de grandes difficultés à rompre totalement avec la mère de ses enfants et les autres femmes de sa vie. C'était fragile, mais c'était compliqué, parce qu'il y avait
Il y avait Christian Vadier qui était là, qui était tout jeune. Il y avait les filles de François. Il a dû avoir pendant, je ne sais pas combien de temps, les 2 ans, 1 an et demi, où ils ont été ensemble, des hauts et des bas. Et puis sans doute aussi, c'est très compliqué, des sortes de... Pas de jalousie professionnelle, mais enfin des choses comme ça, comme ah ben oui, elle va tourner avec un tel, ou je sais pas, ou lui, il tourne avec un tel. Donc, c'est très compliqué, des couples d'artistes. C'est Catherine Deneuve qui mettra un terme à cette relation, dans laquelle elle ne trouve plus sa place, laissant François Truffaut incrédule et démuni. Elle quitte les hommes, oui. Quand elle décide quelque chose, c'est rapide et c'est sûr. François est rentré dans une dépression. J'ai été le voir, d'ailleurs, dans une maison de repos. Enfin, il avait quand même un peu... il avait gardé un peu son humour, parce qu'il était là, il me dit, t'as vu, il y a des barreaux, l'air de dire, je sais pas, dans une maison comme ça, attention. Cette liberté qu'elle revendique dans le choix de ses rôles et dans sa vie privée, le grand public va en découvrir un aspect inédit. Le 5 avril 1971, le Nouvel Observateur prend position sur un combat de société. Plusieurs groupes féministes qui étaient en action depuis 68 se retrouvent et constituent ce que les médias vont appeler le MLF. Une idée germe qui est la suivante, de interpeller l'opinion sur cette question de l'interdit de l'avortement. Le manifeste 343 déclare 1 million de femmes avortent en France de façon clandestine. Je déclare avoir avorté. Nous encourions des poursuites pénales. L'avortement a été considéré comme un délit passible de prison. Soutenue par l'écrivain Simone de Beauvoir, Anne Zelensky se charge de recueillir, avec l'aide d'autres féministes, le soutien de personnalités influentes. Dans cette liste de signataires, on retrouve notamment Françoise Sagan, Jeanne Moreau et Catherine Deneuve. C'était pas courant pour elle de lier son nom et sa notoriété et son identité à un collectif. Là, elle l'a fait. Ça avait du poids, enfin, ça voulait dire quelque chose. C'était un vrai engagement et un vrai risque, puisque la société commence à se briser là-dessus. Elle mettait un peu en danger sa carrière, mais c'était une signature prestigieuse qui donnait un plus à notre manifeste et une manière de l'appuyer encore plus fort. Quelques jours après la parution du Nouvel Observateur, Catherine Deneuve menace le journal d'un procès. Elle aurait signé ce manifeste un peu vite, sans réaliser l'ampleur de ce mouvement, que Charlie Hebdo nommera le manifeste des 343 salopes. Ça a été une vraie bombe. Hein. On a reçu des milliers de lettres de courrier. Hein. Et ça a fait école en dehors de la France. Hein. La comédienne comprend qu'elle ne peut plus faire machine arrière. Elle assumera finalement la défense du droit à l'avortement institué 3 ans plus tard par la loi Veil. Vous avez pu prendre position récemment dans un manifeste qui concernait plus ou moins la libération de la femme. Très précisément. Très précisément même. C'est le seul et le premier manifeste que j'ai jamais signé parce que c'est vrai, je suis pour la liberté de la femme dans ce point précis sur le problème de l'avortement, oui. C'est une femme qui a choisi d'être libre à tous les niveaux et principalement amoureusement et qui a eu le courage, car il en fallait, hein, qui a eu le courage de déclarer qu'elle avait avorté publiquement. Est-ce que vous croyez qu'en 71, en France, la femme est ou non libérée ? Je crois que c'est un problème très personnel et qui concerne chaque femme en particulier. Je crois qu'à des choses, à des lignes générales sur des problèmes comme celui de l'avortement, je crois à une ligne de conduite générale. Sur le reste, je crois que c'est une affaire de cas particulier, comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes, je me répète. Elle est très en avance, elle a osé, voilà. Et ça, c'est très important. Les femmes doivent oser s'aventurer dans les territoires interdits, et elle a fait, elle est un modèle. Catherine Deneuve, une dernière question justement. Est-ce que vous êtes toujours contre le mariage ? J'ai jamais dit que j'étais contre le mariage. Je ne suis pas contre le mariage, mais je trouve pas ça indispensable. Mais je trouve très beau que des gens qui s'aiment se marient. Je suis très romantique.
La signature de ce manifeste contribue à façonner l'image de modernité de Catherine Deneuve. Elle qui, dans sa vie privée, vient de faire une nouvelle rencontre amoureuse, celle du comédien italien Marcello Mastroianni. De cette union va naître leur fille, Chiara, en mai 1972. Un couple que le public retrouvera régulièrement sur grand écran. Ensemble, ils tourneront 4 longs métrages avant de se séparer. Au début des années 80, François Truffaut refait son apparition dans la vie de Catherine Deneuve. Il lui propose le rôle principal de son prochain film qui résonne étrangement avec l'histoire personnelle de l'actrice. Le 28 janvier 1980 marque les retrouvailles artistiques entre Catherine Deneuve et François Truffaut. Le réalisateur lance le tournage d'un film dont l'action se situe pendant la Seconde Guerre mondiale, à Paris. C'était un sujet auquel il pensait depuis longtemps, le dernier métro. Il cherchait à faire un film sur l'antisémitisme, disons la condition des Juifs pendant l'occupation. Catherine Deneuve incarne Marion Stenner, une comédienne de théâtre qui semble collaborer aux yeux de tous, alors qu'en réalité, elle mène un acte de résistance en secret. Elle est à la fois une femme de décision, elle a pris en main les affaires de ce théâtre sous l'occupation. Elle y abrite son mari, son homme, qui est juif. Elle fait tout pour qu'on ne le trouve pas, alors que dans la salle de spectacle, il y a aussi des Allemands qui sont là. C'est cette atmosphère lourde, liée à l'époque, que le réalisateur veut restituer à l'écran. Pour la recréer, il impose une règle à ses acteurs. Il nous dit « Je souhaite que vous ne vous parliez pas les uns avec les autres ». Ça me paraissait curieux parce que c'est un tournage assez long et rester tout seul dans sa loge en la fermant et en se regardant comme ça les uns les autres, ça paraissait un peu long. Il voulait que ça soit feutré parce que l'ambiance pendant l'occupation était une ambiance feutrée. Personne ne faisait confiance à personne, ils se croisaient, ne se parlaient pas, ils se méfiaient, c'était dangereux. C'était un tournage et un plateau très lissé pour moi. Tout le monde, vous voyez tout le monde. C'est tellement rare, c'était tellement rare que ça m'a frappé. C'était un film très tendu. Truffaut était assez tendu. Peut-être parce que le film était important, le film était lourd. Et peut-être aussi le fait de l'électricité ou le poids du passé entre eux. Il l'aimait encore, hein. Je veux dire, c'était peut-être un niveau différent, mais il l'aimait encore. C'est évident qu'à chaque moment de sa vie, il devait l'aimer un peu plus. Pour Catherine Deneuve, leur histoire appartient définitivement au passé. François Truffaut tente, lui, de ne pas se laisser déconcentrer par la complicité entre son ancienne compagne et un jeune acteur de 32 ans, Gérard Depardieu. Gérard faisait beaucoup rire Catherine. Elle aime beaucoup rire Catherine Deneuve. Il était cocasse, Gérard. C'est un personnage haut en couleur quand même. Hein. Et après, bon, je pense qu'ils ont eu une très belle amitié, oui. Peut-être même un peu plus qu'une amitié, je ne sais pas. Ce film fera-t-il oublier l'échec de La Sirène du Mississippi, leur précédente collaboration? Le soir de l'avant-première du dernier métro, la comédienne est inquiète, préoccupée comme François Truffaut par l'accueil que la profession va réserver au film. Il y avait tout le monde, hein. Il y avait Verneuil, il y avait comme ça, il y avait Gérard Horry, c'était une salle pas mondaine, c'était une salle plutôt de gens de cinéma, de gens de metteurs en scène et tout ça. Au début, je crois qu'on était aux toilettes et tout ça. Et François, c'est un peu comme une caricature, comme l'auteur qui va vomir pratiquement avant la pièce. Et il était là, mais complètement effondré, parce qu'il avait peur que le film ne marche pas. Il ne voulait pas que le film se plante à cause de Catherine Deneuve, enfin, pas une fois de plus. C'est l'angoisse absolue. L'angoisse absolue. Il y va, il se ronge les ongles pendant toute la projection. Tous les gens ont applaudi à la fin de la projection. Tous les gens ont applaudi, c'était intéressant. Et alors je lui ai dit, quand François était rassuré, il m'a dit non, c'est normal, la profession est pour. Oui. Les gens adorent le film, viennent le lui dire à la fin de la projection, et il dit à Catherine, j'ai l'impression que ce sont des condoléances. Reste à savoir si les spectateurs seront au rendez-vous. La veille de la sortie en salle, Catherine Deneuve assure la promotion du film dans le journal de 20h.
À cette occasion, le journaliste Roger Giquel l'interroge sur cette période trouble de l'histoire de France. Au moment de la Libération, on a beaucoup critiqué les gens qui avaient continué à jouer au théâtre, enfin certains. Oui, je crois que c'est facile de dire après, on a continué à jouer, ils ont continué à s'amuser. Sans doute, il y a eu des gens irresponsables. Sans doute, il y a eu des gens qui ont été responsables. Mais je pense qu'il y en a qui ont joué dans des conditions plus graves que d'autres. Et je pense qu'il y a des gens qui ne se sont pas donné un spectacle, qui n'ont pas distrait les autres, qui ont fait des choses bien plus redoutables et d'une façon plus anonyme. Ce que le journaliste ne mesure pas en posant cette question, c'est le passé du père de l'actrice, qui lui a continué à travailler pendant l'occupation. À ce moment-là, les Allemands, ils ont essayé aussi de faire revivre la vie nocturne, la vie culturelle de Paris. C'était très important, même pour Goebbels, de montrer que Paris s'est normalisé. Et normalisé, c'est on sort le soir, on va au café, on va au théâtre, on va au cinéma. Il y a eu ceux qui ont décidé de continuer à jouer et à faire du spectacle, malgré l'occupation et la présence d'officiellement dans la salle, souvent le soir. D'autres avaient choisi la résistance et le maquis ou l'exil. Hein. Jean Gabin était parti en Amérique. Donc c'est un débat qu'on n'a jamais cessé d'avoir sur fallait-il jouer, fallait-il cesser de jouer. En décembre 1944, après inspection des pièces du dossier de Maurice d'Orléac, la commission d'épuration du spectacle le frappe d'indignité nationale. D'Orléac a donné 74 émissions à Radio Paris. Il a tourné dans un film de propagande anti-bolchevique. Et surtout, il était inscrit au groupe Collaboration. Radio Paris, c'était évidemment pour la propagande allemande, nazie, mais aussi il y avait beaucoup de programmes divers, d'amusement, de petits drames, de musique. Et c'est là où se trouvait Maurice d'Orléac. L'indignité nationale, c'est une espèce d'accusation très générale qui affectait beaucoup de gens, mais finalement c'est une espèce de honte publique. Je ne sais pas ce qu'elle en ressentait, est-ce qu'elle en avait je ne crois pas qu'elle en avait une gêne ou un sentiment de mauvaise action. Dans sa déposition, Maurice d'Orléac donnera les raisons qui l'ont poussé à avoir de telles activités durant la guerre. Ce n'est pas par conviction politique que je suis entré à Radio Paris, mais uniquement pour subvenir aux besoins de ma femme et de mes 3 enfants. Je me trouvais sans ressources et il fallait bien que je travaille. D'ailleurs, je n'ai jamais appartenu à un groupement politique quelconque, soit à Radio Paris, soit au dehors. Les autres qui ont été obligés de travailler pour gagner leur vie pendant l'occupation, est-ce qu'ils méritaient d'être jugés pour indignité nationale? Il fallait qu'ils travaillent, les pauvres comédiens. Enfin, c'était leur métier. Est-ce qu'on en aurait voulu au plombier? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il est coupable? Maurice d'Orléac est décédé quelques semaines avant le début du tournage du dernier métro. Catherine Deneuve aurait certainement aimé qu'il assiste au triomphe du film et à la remise de sa première grande récompense. La gagnante est Catherine Deneuve. Le soir des Césars, l'auteur, compositeur et interprète Serge Gainsbourg vient féliciter Catherine Deneuve pour son prix d'interprétation. Ils viennent de jouer ensemble dans un film inspiré de la vie de la comédienne et de son histoire avec François Truffaut. Son titre, Je vous aime, signé Claude Berry. Claude Berry avait raison de penser à lui pour incarner François Truffaut. Même si au départ, physiquement, c'est pas du tout les mêmes, mais dans la tête, c'est un peu les mêmes quand même. Il avait en plus beaucoup d'admiration pour les films de François Truffaut, donc ça lui faisait plaisir, quoi. Ce qui a plu surtout à Serge Gainsbourg, c'est d'incarner un chanteur sur grand écran, avec en prime un duo inédit à composer à la demande du réalisateur. Serge avait une fascination pour les belles actrices et il voulait toutes les faire chanter et il voulait les draguer, quoi. Catherine Deneuve voulait beaucoup chanter, elle aimait chanter, elle était assez contente de pouvoir chanter justement avec Gainsbourg. Et il avait envie de composer une chanson sur la cigarette, et puis il a trouvé le mot Havane, il a dit bah, je vais composer une chanson sur le cigare. Dans le scénario, le personnage de Simon propose à Alice, sa parolière, de venir le rejoindre en studio, sans plus de détails. Comment ça va,
On a l'impression quand même que à un moment donné, où tu vas prendre le papier, moi je veux changer, tu vois qu'il y a un contact avec le texte. Oui, d'accord, je vais le faire. Il était marqué scène à improviser. Donc la scène n'était pas écrite. Simon demande à Alice de le rejoindre. Point. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. C'est trop évident, je ne suis qu'un fumeur de gitane. Eh ben dis ça si tu veux. Depuis le début, je te dis que c'est un duo. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues me faire parfois venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après Dieu. Eh ben voilà. Reviens. Quoi? Bon, envoie la bande. Moi je chante. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues. Catherine Deneuve, je la trouve assez stressée quand même au début de la chanson. Elle n'est pas à l'aise, quoi. Elle n'est pas à l'aise parce qu'elle chante. Elle n'est pas doublée, c'est sa propre voix. Donc c'est la première fois qu'elle chantait directement à l'écran. Faire parfois venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après Dieu. On va écouter ça. Ça va? C'est parfait. Non. Je vais écouter. Non, c'est Parfait. C'est ça. Ils allaient bien ensemble, ça fonctionnait bien, la voix. Puis Gainsbourg a toujours aimé les voix un peu comme ça, très, très frêles, très légères, très susurrées devant le micro. En marge du tournage, Catherine Deneuve se rapproche de Serge Gainsbourg, dont elle a perçu la grande fragilité. Elle adorait Serge Gainsbourg, enfin son talent, ses chansons, sa manière de vivre. Elle me disait toujours « Oh, c'est un des derniers dandies ». C'était pas une bonne époque pour lui, c'était l'époque où il se séparait de Jeanne. Et donc, il n'était pas très haut de sa forme. Serge Gainsbourg était quelqu'un de très sensible. Hein. Et là, il l'est d'autant plus, oui. Ça l'affecte, cette séparation. Elle le protège parce qu'elle l'aime beaucoup, en fait. Elle sort beaucoup avec lui après les tournages. Aux côtés de la comédienne, Gainsbourg retrouve peu à peu l'envie de vivre. L'arrivée de Catherine Deneuve l'a sauvée. Ça lui a donné une raison de vivre. Parce que contrairement aux apparences, Catherine Deneuve est très joyeuse, très fun et très noceuse. Par exemple, quand on tournait La Sirène, ça me semblait incroyable parce qu'elle était à peine un peu plus jeune que moi. Et toutes les nuits, une boîte de nuit, le Mistral, à danser avec les machinaux, les électros, mais jusqu'à 4 h du mat'. Le lendemain matin, je la retrouvais, fraîche comme un gardon. Elle avait cette vigueur et cette envie de vivre. Il arrivait un peu fatigué sur le plateau le matin, après des nuits de s'endormir, ou je ne sais pas ce qu'il faisait. Et d'ailleurs, c'est là où Catherine Deneuve était formidable, parce qu'elle me disait toujours, Thierry, laissez-le aller dormir un petit peu dans sa loge et tout. Elle avait toujours ce côté pas materner, c'est pas le mot, mais de protéger, disons. Cette attention de l'une des plus belles femmes françaises soigne les blessures de Serge Gainsbourg et elle lui laisse entrevoir une possible passion amoureuse. Après, bon, je raccompagnais Catherine, puis parfois elle me disait, non, attends, là, non, laisse-moi avec elle, là, je vais rester avec elle. Et le lendemain, il m'appelait en me disant, bah non, j'ai tenté un truc, ça marche pas, finalement, je me la ferai jamais. Il se ramassait des vestes avec elle, quoi, comme il me disait. Catherine Deneuve ne voulait pas de lui, enfin, elle l'adorait, mais c'était comme ça, quoi. Comme un ami, comme un grand frère, mais pas comme un amoureux, quoi. Le chanteur et l'actrice s'éloignent. Et ce n'est que 2 ans plus tard qu'ils se retrouveront à l'occasion d'une émission présentée par l'attaché de presse de Serge Gainsbourg. Bonjour à tous, Platine 45 vous souhaite joyeuse Pâques. Mon invité de la semaine, c'est Catherine Deneuve. Vous permettez que je vous appelle Catherine? Mais je vous en prie, oui. C'est vrai qu'elle accordait très peu d'interviews, et j'étais vraiment étonné et flatté, quoi. Et c'est la seule fois, mais vraiment la seule fois, où j'ai eu un trac terrible en télé. Elle m'impressionnait, quoi. Et vous permettez que je vous voie? Comme vous voulez. Bon. Écoute, Catherine, je pense que tu es... Il y a Gainsbourg qui débarque sur le plateau. Il n'était pas prévu, hein. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Il est venu en voisin. Tous les mois, comme ça, il vient. En voisin. En voisin? Catherine, écoute. T'es pas venu me voir, alors? Non. Bon. Alors, vous avez fait un disque ensemble?
Un deuxième. Un deuxième. Non? Oui, dans 5 ans, pourquoi pas, oui. Pas avant? Vous imaginez, 5 ans, je vais avoir 55 balais et à 60 ans, vous voyez encore là-dedans. J'espère bien. Oui, mais pas question. Quoique. Il y a un différent, là, alors. On éclaircira ça plus tard, oui. Vous pouvez pas l'éclaircir maintenant pour les téléspectateurs de non, 45 on va bosser ensemble. C'est sûr? Évidemment, bien sûr. Bon. Et après l'enregistrement, ils sont restés ensemble, ils ont déjeuné ensemble, et ça s'est bien passé. J'ai senti une envie de se revoir, quoi. Une envie de se revoir. Au milieu des années 80, Catherine Deneuve est devenue une icône. Elle est même choisie par les Français pour incarner la République. Sous les traits de Marianne, elle n'aimera pas vraiment cette image figée d'elle qui la confronte au passage du temps. À 46 ans, elle aborde un nouveau tournant avec cette question en tête. Quel rôle va-t-on maintenant lui proposer? Un jeune cinéaste a une idée. Un producteur me dit, je voudrais faire un très grand film sur l'Indochine avant la guerre. Moi, je lui dis, j'ai une intuition. Vous voulez un film ambitieux et moi, j'ai envie de tourner avec Catherine Deneuve. Alors, il faut que ça se marie. Les producteurs acceptent l'idée, à condition de décrocher la star. Régis Varnier obtient rendez-vous avec Catherine Deneuve. Il la retrouve chez elle, à Saint-Germain-des-Prés. Elle m'explique qu'elle va pas bien parce qu'elle vient d'apprendre l'interruption d'une production d'un film de Téchiné. Vraiment, elle tenait à ce film. Et là, c'était fini. Et je sentais qu'elle avait un grand coup de blues. Alors je l'emmène déjeuner. Je lui dis quelques mots. Elle me dit, mais vous voulez tourner quand? Je dis, je sais pas, il faut travailler, créer dans 3 ans. Mais c'est beaucoup trop long. Je dis, on va faire 2 ans et demi, si vous voulez. Le réalisateur et une équipe de scénaristes font naître Indochine, l'histoire de l'héritière d'une plantation qui, entre les années 30 et 50, vit la fin de l'Indochine française. C'est un véritable défilé de costumes. Elle change de costume dans toutes les scènes. Enfin, c'est effectivement un film qui travaille l'icône et qui est au service de la star. Elle a une histoire d'amour flamboyante avec un homme jeune, beaucoup plus jeune qu'elle. Mais bon, c'est une histoire d'amour qui fonctionne, parce qu'elle est attirante, elle est... Pour coller à l'époque, le réalisateur a une exigence vis-à-vis de la comédienne. Il lui demande de renoncer à ce qui est devenu le symbole de son image. On avait beaucoup de références sur les films des années 30-40 américains. C'était quand même des cheveux courts, quoi. Donc, elle le savait. Elle cherchait des solutions pour avoir évidemment les cheveux courts, mais que voilà, pas sacrifier les siens. Cette question n'est pas réglée lorsque le tournage débute au Vietnam en avril 1991. 1 an et demi seulement après le lancement du projet. Régis Varnier n'a pas changé d'avis. Donc elle est arrivée éblouissante avec les cheveux là. Elle me dit non, mais on va encore faire un essayage de la perruque. Heureusement pour moi, il faisait très chaud, donc je dis vous allez crever de chaud en extérieur, il va faire 35 degrés. Je dis c'est pas possible. Bon, elle m'a dit bon d'accord. Elle est partie, puis elle est revenue 1 heure après avec sa coiffeuse. Hop. La coupe courte, c'est aussi une manière d'affranchissement et c'est pour tourner une page. Et c'est très difficile pour une actrice de passer le cap de la cinquantaine, etc., de passer les étapes. Ce changement d'apparence, imposé par le rôle, marque finalement une nouvelle liberté. La comédienne a le sentiment d'échapper à la pesanteur de son statut de star. Ce pays ne la connaissait pas, parce qu'ils étaient fermés à toute culture occidentale depuis des décennies. Donc elle était ravie d'aller au marché, acheter des salades, des légumes, venir sur le plateau quand elle ne tournait pas, faire des photos de l'équipe. Le lendemain, aller dans une boutique d'Hanoï et faire développer sa petite pellicule. On était dans le même hôtel, une vieille maison coloniale qui était transformée en petit hôtel. Elle me dit « Ah, c'est formidable, j'ai rencontré un groupe de rock vietnamien, je ne pensais pas que ça existait, c'est incroyable. Ils sont là, ils vont jouer samedi soir, ici, j'ai organisé la fête, ils viennent jouer. » Je dis « Mais Catherine, oui, mais ils vont jouer où ?»« Mais là, dans notre jardin. » Je dis « Mais Catherine, moi le samedi soir, je dors. »« Oh bah écoutez, vous irez dormir ailleurs. » C'est ce que j'ai fait. Tous les week-ends, fête. C'est vrai que si j'aime bien mes partenaires, j'ai envie qu'ils soient bien et de m'occuper d'eux. C'est-à-dire, je propose facilement, oui, de dîner ensemble ou d'aller voir des choses. J'ai toujours envie de découvrir quand je suis en extérieur
les vieux quartiers, ensuite éventuellement les musées, mais ce n'est pas les musées en premier, c'est les vieux quartiers, les bars, les vieux restaurants. Cette cohésion dans l'équipe permet de supporter un tournage parfois malmené par les conditions climatiques. C'est le cas lors d'une scène tournée de nuit, dans un décor ravagé par les flammes. Une séquence qui réunit Catherine Deneuve et son partenaire Jean-Yann. Pluie toute la nuit, donc au lieu de tourner, on attend qu'il pleuve plus, et quand la pluie cesse, le sol est quand même un peu spongieux, le jour va arriver, je dis on fait autrement, on fait tout avec 2 caméras en plan séquence et on se démerde. Le découpage, on oublie, il nous reste 1h30 pour tourner. Je me dis d'accord. Et elle n'arrive pas à dire le texte. Elle me dit, mais Régis, mais je le sais. C'était un truc très littéraire, et dans la situation, c'est pas possible. 3 heures du matin, le jour va se lever, urgence de tournage, flammes, effets spéciaux. Maintenant, je sais qui tu es, Guy. Rien. Tu n'es rien, rien que des mots. Tu es pire qu'un lâche. Tu accompagnes, tu regardes, tu renifles et tu parles. Elle l'a fait, mais ça va vite. Hein. Elle parle vite, là. Tu te demandes pourquoi j'ai jamais voulu coucher avec toi toutes ces années? Parce que je ne voulais pas t'avoir dans mon ventre. Les femmes n'ont pas besoin de mots dans leur ventre. Eliane! Eliane! Catherine parle vite dans la vie, mais elle parle vite dans les dialogues des films, quoi. Mais elle admet qu'on lui dise « on n'a rien compris, on va recommencer ». Elle admet. Elle le sait. Il est en revanche un point sur lequel elle ne transigera pas. C'est l'évolution physique de son personnage. À la fin du film, elle est grand-mère. Avec une mèche grise. Elle refuse d'apparaître les traits vieillis, alors qu'effectivement, on a un laps de temps très conséquent. Il y a eu des essais de maquillage de femmes, elle trouvait qu'elle ressemblait à Mamie Nova, donc ça n'a pas été conservé. On est dans un traitement très minimaliste du vieillissement. La beauté, c'est vrai que c'est une chose qui s'entretient, c'est une chose fragile, c'est vrai que c'est une chose éphémère. Donc c'est une chose précaire, c'est une chose qui demande à être entretenue, parce qu'en plus, c'est vrai qu'au cinéma, si ce n'est la beauté, il y a quand même un côté physique très, très évident, enfin plus évident pour certaines actrices que pour d'autres, et particulièrement pour moi. Avec Indochine, Catherine Deneuve connaît un nouveau succès public et critique. Son interprétation lui permet de décrocher le 2e César de sa carrière. Quelque temps plus tard, elle convie le réalisateur Régis Varnier et son partenaire à l'écran Vincent Pérez dans le château qu'elle vient d'acquérir à quelques kilomètres de Paris. C'est une grande maison qui est au bord de l'heure. Voilà ses horaires, c'est-à-dire qu'on ne mange pas à midi, on mange plutôt à 14h, donc on est arrivé, et puis je crois qu'on devait l'emmerder parce qu'elle avait des trucs à faire, le jardinage, la cuisine. Elle a dit, écoutez, j'ai un canoë, là, les garçons, vous avez qu'à remonter l'heure, c'est très joli, allez vous balader. Ce lieu protégé lui rappelle les étés de sa jeunesse à la campagne, entourée de ses parents et de ses sœurs. Dans le parc du château, elle cultive cette passion qui ne l'a jamais quittée. Je l'ai vue avec une pelle, penchée en train de bêcher, voilà, pendant que le poulet cuisait. Elle va très très loin pour un festival de la rose, par exemple. Elle est très très attentive à la nature. Elle a été, je crois, très affectée par c'est la tempête de 99. Elle a perdu, je crois, beaucoup d'arbres dans une allée dans sa campagne. Je crois que ça l'a beaucoup bouleversée. Elle a un rapport très fort à la nature. Il y a chez elle, et c'est le retour à l'enfance, un goût et un sens de la famille et des réunions. Catherine a cette pulsion, ce désir de réunir ces hommes, les anciens ou les nouveaux, ou les récents ou les autres, avec enfants et petits-enfants. Je sais que c'était important pour elle
D'avoir sa mère, d'avoir les tantes, les sœurs, les enfants, voilà, tout ça, je trouve que ça, c'est dans sa grande maison, d'avoir tout le monde. Entre notoriété, reconnaissance internationale, il y a un moment peut-être qu'elle prend de l'importance, mais elle n'a jamais pensé que cette importance lui permettrait, je crois, de ne plus être la fille de sa mère. Et celle qui, dans cette famille d'artistes, ne se destinait pas à ce métier, connaît finalement une carrière sans interruption, réussissant sans cesse à se réinventer. Elle est toujours ouverte à une rencontre, une amitié, un voyage, une surprise. Ce serait facile pour elle de s'enfermer dans des habitudes. Elle est toujours prête à être surprise ou étonnée ou conquise. Moi, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle a accepté totalement les changements d'âge, les changements de comportement. Hein. On n'est plus à 60 ans ou autre, ce qu'on était à 25. La vie avance, le visage se transforme, on conserve de toutes les façons un regard inouï, une voix merveilleuse, et on avance. Si des jeunes aujourd'hui ont envie de la diriger, des jeunes femmes, des jeunes hommes, c'est qu'ils savent qu'elle a été vue par des grands, qu'elle a été regardée par Buñuel, par Truffaut, par Demy, par Chinet évidemment et par beaucoup d'autres. Elle a eu le destin, en tout cas cinématographique, que j'avais prévu, et que je pensais être son destin, c'est-à-dire être une très grande star française. Autour de Catherine, il n'y a jamais eu de scandale, de choses. Elle a toujours observé une qualité de discrétion, je dirais. Elle a été libre et discrète. C'est l'actrice la plus célèbre du cinéma français encore aujourd'hui. Hein. Elle représente le cinéma français. Elle représente le charme, la sensualité. C'est un visage français qui aura traversé les océans et les écrans internationaux. Ah, la raison, Catherine Deneuve a toujours préféré les sentiments. Ce sont eux qui lui ont permis d'avancer sans cesse et de construire sa légende. Voilà donc pour la première partie de cette histoire, les débuts et l'ascension d'une actrice qui, dans les années 2000, continuera à oser, à bousculer les codes, à écrire cette histoire et à entretenir ce mystère. Mais tout cela sera l'objet d'un autre chapitre. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Un jour un destin.